crois que c'est aussi à ce titre-là que nous avons été invités, comme politique bien entendu, avec une forte implication sur l'échelon communal. On a vu David Lisnard, on va entendre maintenant François-Xavier Tchécoli, donc maire de San Julián, donc très impliqué notamment dans, vous l'avez entendu, je crois, il y a quelques jours, quelques semaines, sur l'initiative de Coursiga Comptoir, et donc sur la transformation, parce qu'on a parlé de production, de produits. Aujourd'hui, c'est important aussi de parler de transformation, et sur la question justement de la transformation d'une de nos ressources les plus, on va dire, intéressantes et qui est d'actualité, qui est notamment la clémentine, mais de façon générale aussi les agrumes. Cette question de la saisonnalité, on sait bien que, évidemment, pour les agriculteurs et le monde de l'agriculture, la question de la saisonnalité est une vraie question, et comment on fait aussi pour qu'à un moment donné, sur le marché local, on puisse répondre à la demande très forte l'été de la saisonnalité touristique en ayant des produits locaux. On a coutume de dire, évidemment, que cette question de l'agriculture, du circuit court, de la consommation locale, elle est aussi au cœur des enjeux du tourisme durable, puisque même si on aime un certain nombre de produits qui viennent de l'extérieur, on aimerait évidemment aussi, et je crois que c'est surtout nos visiteurs qui aimeraient pouvoir découvrir les produits locaux, donc comment on fait pour coller à ce calendrier. Donc vous connaissez déjà évidemment l'initiative. Ça fait un moment que cette question-là de la transformation, elle est au cœur des problématiques des agriculteurs. Et on a saisi l'occasion justement de la visibilité qui avait été celle de Coursiga Comptoir il y a quelques semaines pour l'associer évidemment à cette journée des ateliers du tourisme durable, où à un moment donné, l'ensemble des acteurs, et surtout, parce qu'on l'a dit aussi, la destination des sols, la question de qu'est-ce qu'on fait, donc c'est la question des transports. Je crois qu'on partage, les acteurs du tourisme, les acteurs du monde agricole, comme d'autres acteurs, partagent une partie des problématiques, et puis surtout sont force de proposition pour des projets et pour à un moment donné des solutions qui permettent de réguler les flux, de permettre aussi de la valeur ajoutée. Voilà, donc merci bien sûr à François-Xavier Tchécoli d'avoir répondu à notre invitation, et je m'empresse de lui passer la parole. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Alors déjà peut-être un petit mot très rapide sur la culture avant de parler de l'agriculture. Voilà, on avait eu la chance, nous à Luciane, il y a quelques années, d'accueillir David Lisnard et François-Xavier Bellamy sur une initiative un peu différente. Justement, ils avaient fait venir non pas sur la politique, mais sur la culture. Et d'ailleurs, je vous invite à lire un de ses livres qui dit tout simplement « La culture nous sauvera tous ». Et c'est vrai que dans ce monde politique, parfois aseptisé, d'avoir des gens qui nous parlent de la culture et qui nous parlent différemment des choses, c'est aussi un grand pourfendeur de l'intrusion de l'État et de l'excès de normes, un grand décentralisateur. Donc, j'ai été ravi de savoir que Dominique Verdogne avait réussi à le convaincre, et je pense que c'est quelqu'un de très intéressant. Alors, pourquoi je vous parle de ça aussi ? Je voudrais dire deux mots sur l'équilibre des territoires. Alors, c'est vrai que sur l'extrême sud, c'est un peu différent, puisque la force du tourisme, et je dis bien la force du tourisme est tellement forte qu'elle peut parfois un peu écraser les initiatives, mais justement, vous êtes là pour démontrer le contraire. Mais si je prends l'exemple du territoire d'où je suis originaire, la Costa Verde, on a justement, on essaie de mener de front cette complémentarité. En clair, chez nous, la station balnéaire a des années-lumière, bien sûr, de Porti-Huit, c'est par exemple Maurienne-Plage, Santa-Lucia et Maurienne. On a une activité touristique telle que vous la connaissez, avec du bâti, des résidences secondaires et autres. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que ça ne servait à rien de reproduire le même modèle sur un même territoire. C'est-à-dire que bien évidemment, il faut cet appel touristique, il faut ces logements, il faut ces activités. Mais les gens aussi viennent pour avoir, par exemple, accès à la culture, au patrimoine. Mais ils viennent aussi, et on l'espère, pour découvrir ce que sont nos productions agricoles, ce que sont les productions de nos artisans. Donc voilà, c'est ça aussi que nous pensons, nous, être la complémentarité. En clair, ça ne servait à rien de faire un San Julián ou San Nicolas ou Maurienne bis. Ça n'a aucun intérêt, au contraire, c'est un appauvrissement. Par contre, proposer aux touristes qui seront là sur une offre de pouvoir découvrir l'INRAE, le Corsica Agropole, les plantations d'agrumes, la recherche, et ce qu'on est capable de faire, ça a du sens. De leur faire découvrir par l'intermédiaire de
de trajets préétablis, ce que font nos artisans, que ce soit dans le bois, dans la transformation, des produits aussi agricoles. On avait un projet qui n'a pas encore abouti, hein, on espère pouvoir le porter un jour, qui s'appelait Ubaizo di l'Artigian, où on n'avait que la filière de transformation des agrumes et des produits issus de l'agriculture qui étaient présents. Voilà. Donc nous, on croit beaucoup à cet équilibre des territoires. Et c'est pour ça que cette initiative, notamment sur la culture, tout en gardant bien sûr la place forte que représente le tourisme, parce qu'encore une fois, on peut se raconter des histoires, mais quand j'écoutais ce que disait la Savoie, où ce monsieur nous disait qu'à plus de 50%, les retombées touristiques étaient l'essentiel du PIB, mais si on est à peu près honnête, je pense qu'en Corse, on n'en est pas très loin, parce que quand on sait que la retombée directe, c'est largement plus de 30%, et quand on voit les retombées indirectes, on voit qu'on est totalement là-dessus. Alors, pour parler maintenant un peu plus du sujet pour lequel j'ai été invité, vous dire que moi aujourd'hui je suis simplement le porte-parole de 70 familles d'agriculteurs qui par l'intermédiaire d'années de travail dont nous ne sommes que les héritiers ont réussi à pérenniser une filière, la filière des agrumes. Alors c'est une vieille filière hein, qui date des années 60, qui a connu des moments de croissance et qui a connu à la fin des années 90 et le début des années 2000 quasiment une disparition, puisque l'ensemble des structures étaient en cessation de paiement ou tout du moins en redressement judiciaire. Tout ça bien sûr par des phénomènes qui se sont agrégés dans le mauvais sens du terme à l'entrée de l'Espagne et dans le marché européen, la disparition de la notion de qualité au profit de la notion de l'aspect massif et d'écoute. Et ça a entraîné nos productions et les gens qui étaient à leur tête à l'époque au bord du dépôt de bilan. Et là, grâce à un certain nombre d'hommes et de femmes, dont je ne fais pas partie, je n'étais pas là, je leur rends hommage, on a eu un cercle vertueux qui s'est mis en place, hein, notamment l'obtention de la fameuse IGP Clémentine de Corse. Je ne sais pas si vous le savez, mais le territoire de la Corse est au plan national celui qui a le plus d'éléments de qualité, que ce soit IGP, AOP, etc., de France. Voilà. Donc ça, il faut le mettre en avant, ça veut dire qu'il y a une vraie conscience, et elle a été présente bien avant que ça devienne peut-être pour certains un phénomène de mode. Donc l'IGP, et là je mets un parallèle tout trouvé avec l'université, l'arrivée aux affaires aussi d'enfants d'agriculteurs qui avaient bénéficié d'une scolarité, parce que ça n'était pas toujours évident avant. Je pense à mes parents, quand on était 8 enfants, c'était pas toujours évident d'aller très loin à l'école. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ces enfants qui avaient été formés sur des études supérieures, on leur a expliqué un petit peu les mathématiques, l'économie, le marché, et ces enfants ont pu mettre en place un certain nombre d'initiatives. Un exemple simple, avant ce changement-là, les clémentines de Corse étaient vendues, alors ça va vous faire sourire ou plutôt pleurer, suivant un terme qui s'appelle le PAV. Alors le PAV, ça veut dire le prix après-vente. C'est-à-dire que vous donniez vos marchandises et plus tard on vous disait combien on allait vous les payer. Voilà ce qui était le marché du PAV encore sur la clémentine, avec des grossistes, des intermédiaires, alors pas les grossistes qu'on peut trouver en Corse, mais des grossistes de taille très importante, qui bien sûr faisaient une marge très importante sur ce produit puisqu'ils l'achetaient sans prix. Et au gré de leur commercialisation, ils daignaient donner une rémunération aux producteurs. Donc le fait d'avoir très régulièrement pu aller à l'école a permis à ces enfants de paysans, dans le sens noble du mot paysan, eh bien, de pouvoir cette fois-ci comprendre qu'on pouvait vendre directement aux grands acteurs du monde de l'économie, que sont par exemple la GNS, hein, donc la grande distribution pour préciser. Et faisant disparaître une marge intermédiaire, cette marge elle a pu bénéficier aux producteurs, ce qui a rendu pérennes des activités qui n'étaient pas forcément. Un dernier point, ça a été des initiatives en matière de logistique, hein, avec la création de dépôts pour les principaux acteurs de la clémentine de Corse, du côté de Cavaillon, qui est un peu le hub du sud-est des fruits et légumes, et donc la possibilité aussi de vendre directement. Et c'est cette addition de petits gains qui a finalement rendu pérenne une activité qui l'était moins. Et on y voit là aussi l'incidence de la formation et de l'éducation, puisque malheureusement les agriculteurs du temps de mes parents, et encore plus vrai du temps de mes grands-parents, c'était des gens extrêmement sains qui produisaient. Vendre, on ne leur avait pas appris. On leur avait appris à nourrir les peuples. Voilà. Et c'est pour ça que quand on rajoute
des éléments vertueux, on peut arriver à ça. Et donc voilà, donc la clémentine de Corse, après l'IGP sur le pomelo, la noisette de Cervione, et tout un tas de choses qui font que notre agriculture, en tout cas notre arboriculture, bénéficie d'une certaine renommée, notamment au niveau national et un petit peu au niveau international, notamment le Benelux. Alors, derrière tout ça, on a essayé aussi de construire un modèle. Alors ce modèle, on l'a voulu, quand je dis on, ce sont les producteurs, on a voulu essayer d'avoir un modèle équilibré de développement. Alors qu'est-ce que c'est un modèle équilibré? D'abord, c'est un modèle économique qui marche, parce que si le modèle économique ne marche pas, il n'y a rien. Voilà, c'est le désert. C'est comme faire de la comptabilité quand on n'a pas d'activité, c'est un peu l'intérêt. Ce modèle, il a été créé, comme je vous l'ai dit, il a été pérennisé avec une activité qui aujourd'hui fonctionne et qui nourrit les gens qui produisent. Ensuite, ce modèle, on y a rajouté un volet environnemental. Je vous l'ai dit, les sites de qualité, le HVE, la haute valeur environnementale qui est très présente en Corse. Vous avez dû voir ces études qui ont été faites aussi sur l'usage des pesticides, où aujourd'hui vous avez des produits en agriculture conventionnelle qui ont moins de pesticides que certains produits bio qui viennent de l'étranger. Ça laisse rêveur, mais ça montre aussi que les normes ne sont pas appliquées de la même façon partout. Et donc ce volet environnemental il continue. La réduction des eaux, la filière agrumes aujourd'hui est équipée à 80% de capteurs d'eau qui permettent d'optimiser l'usage que l'on fait de l'eau. C'est-à-dire que ces capteurs, c'est une innovation australienne, vous donnent deux courbes, une courbe mini, une courbe maxi, et vous avez en permanence le niveau d'eau dans le sol, ce qui vous permet d'éviter d'arroser quand la nature n'en a pas besoin. Et à ce troisième point, j'appelle ça des piliers, on a voulu rajouter un aspect social, un aspect solidaire, et ça a contribué à la création de la première banque alimentaire agricole de France, qui est la banque alimentaire agricole de Corse, qui s'appelle Asparter, le partage. Et cette banque, elle fonctionne sans aide publique, et elle s'est positionnée un petit peu comme les banques alimentaires des États-Unis, puisque c'est les premières à avoir été créées, c'est-à-dire qu'elle est là pour faciliter, c'est-à-dire que la Banque alimentaire agricole de Corse ne distribue pas aux gens, elle distribue aux associations, au CCAS, donc je salue le CIAS et le CAS du Sud, puisqu'on est partenaires, comme on l'est presque partout en Corse, et ce sont ces nourritures qui sont données gratuitement aux associations qui ensuite, elles, le redistribuent aux ayants droit. Parce que l'idée, c'est bien sûr de donner aux gens qui en ont besoin, mais pas d'alimenter des marchés parallèles. Et ça fonctionne bien, puisqu'on donne à peu près 300 tonnes de nourriture par an. Alors, à la fois sur le continent et à la fois en Corse. Parce que sur le continent aussi, on a passé des conventions avec les plateformes. Quand une marchandise est refusée, malheureusement, on est dans le pays des fois de la norme. Donc, on va vous refuser une palette de 800 kg parce qu'il y a deux caisses qui ont peut-être, j'allais dire, un délit de sale gueule. Elles sont un peu moins belles, donc l'acheteur ne s'embête pas, il vous refuse les 800 kg. Donc avant, les 800 kg étaient jetés. Si vous pensez bien que refaire venir, par exemple, une palette de Nantes, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Aujourd'hui, on a passé des conventions avec les associations partout en France, et elles récupèrent ces marchandises, y compris à Cannes d'ailleurs, elles récupèrent ces marchandises qu'elles donnent aux ayants droit. Donc à peu près 300 tonnes de marchandises, la moitié en Corse, la moitié sur le continent. Et là, je vais en venir maintenant au sujet de la transformation. Ça va vous paraître assez étrange, mais il y a une telle quantité de clémentines produites en Corse que quand on donne ces clémentines à partir du mois de novembre, on excède les capacités des associations alimentaires. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas jetées forcément parce que les gens ne veulent pas les donner, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez donner 20-30 tonnes par semaine, encore une fois on parle des ayants droit, pas des gens qui alimenteraient des marchés parallèles, eh bien, une partie de ces marchandises aujourd'hui sont détruites. Et c'est pour ça que l'industrie nous a semblé un élément extrêmement prometteur en cette matière, parce que quand vous avez transformé la clémentine en jus de clémentine, vous pouvez la garder un an. Donc, déjà, vous pouvez la vendre l'été, bien sûr, mais il y a aussi cet aspect solidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec les associations et les écoles pour qu'elles bénéficient de jus de fruits et de dons tout au long de l'année, plutôt que simplement sur la période où on pouvait les produire. Alors, on voit bien que l'industrie, notamment dans le domaine de l'agriculture, c'est un élément majeur. Alors pourquoi? Parce que l'industrie, il faut y voir la transformation. Le mot industriel, il est un peu péjoratif. Donc je vais plutôt utiliser le mot transformation. Le mot transformation, c'est souvent là qu'il y a la plus forte valeur ajoutée.
quelqu'un qui va vous faire une confiture ou quelqu'un qui va vous faire un produit, s'il est bon, c'est souvent cet acte-là qui va rémunérer le mieux l'acteur en question. D'où l'intérêt aussi pour des filières qui sont en difficulté, hein, et aujourd'hui, très sincèrement, quand on prend les filières notamment du lait en Corse, qui rencontrent des grosses difficultés depuis plusieurs années, et des difficultés justifiées, hein, l'explosion du prix des entrants, le coût du lait, même s'il est acheté plus cher qu'ailleurs, le fait qu'on ait des petites unités. Je voudrais vous faire un calcul de 2 secondes pour qu'on voit de quoi je parle, parce que souvent, malheureusement, l'agriculture peut être brocardée, elle est aimée ou souvent décriée. Je vais vous prendre la limite aussi du small is beautiful. Vous prenez par exemple un berger qui a 200 brebis, c'est déjà quelque chose de pas mal. Hein. Alors les brebis corses, ce n'est pas les brebis qui produisent le plus en France, et puis vous le savez sans doute, les brebis, elles ne produisent pas toute l'année. Donc quand on a 200 litres de lait par brebis, c'est déjà bien, par an. Donc je vais faire 200 fois 200, voilà, ça fait 40 000. Acheter 1 euro, ça fait 40 000 euros. Ça, c'est du chiffre d'affaires. Donc il faut que ce berger, il paye sa nourriture, sa machine à traiter, son électricité, qu'il travaille sa terre. Inutile de vous dire qu'avec 40 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas viable. Et c'est là que se pose la question aussi du pouvoir public et de la puissance publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est est-ce qu'on doit aider ces gens-là avec un certain niveau d'aide, mais qui bien sûr doit donner lieu à un certain niveau de transparence? Ou est-ce qu'on considère que ces professions-là doivent disparaître parce qu'elles ne sont plus économiquement viables? Bon, bien qu'étant plutôt un homme de droite, j'ai tendance à vous dire que, pour ce que j'en pense, elles ne doivent pas disparaître. Mais voilà aussi ce genre de questionnement qui... Alors il y a des pays qui ont différentes réponses. Hein. En Suisse, il y a des réponses où quelque part il y a des contractualisations, le fait d'occuper le terrain, le fait de lutter contre les incendies, le fait de créer de l'activité dans des zones désertes en matière de population. Voilà. Mais on voit bien que le seul acte de produire du lait, puisque j'en étais parti là-dessus avant de dériver, ça ne se suffit peut-être pas. Par contre, celui qui va produire un fromage, il va peut-être, et même sûrement, arriver à mieux en vivre. Voilà. Vous voyez donc vraiment la transformation, et c'est pareil en noisette. Hein. Demain, si vous faites de la pâte à tartiner, surtout ne dites pas Nutella, parce que vous feriez tuer par les producteurs locaux, mais voilà, si vous faites de cette fameuse pâte à tartiner, ou si vous faites ce qu'on appelle le sali, là, vous allez valoriser votre production. Si vous tentez de vendre votre noisette, vous allez avoir du mal, surtout depuis qu'il y a la punaise diabolique, à jouer entre les deux bouts. Donc on voit bien que la transformation, c'est un outil extraordinaire et qu'il va falloir aussi pousser si on veut que l'agriculture corse fonctionne. Donc nous, sur les agrumes, on a eu cette idée. Je le dis souvent en plaisantant, l'usine de jus dans les agrumes en Corse, c'est l'Arlésienne, on en parle depuis 40 ans. Moi, il m'est arrivé de tomber sur des thèses d'étudiants des mémoires d'étudiants de Corté qui, il y a 40 ans derrière, avaient planché, alors c'est des francs, et pour vous dire si c'est un sujet qui a animé l'imaginaire des agriculteurs et peut-être des autres. Et si ça s'est pas fait, c'est pas que ces gens-là étaient moins bons, moins compétents que nous, pas du tout. C'est qu'ils sont arrivés à un moment donné où il n'y avait pas la conjonction, les étoiles n'étaient pas alignées. Alors qu'est-ce que c'est que les étoiles? C'est une filière qui marche, mais c'est aussi des pouvoirs publics qui sont conscients que sur des activités qui, à la tête de la Corse, ne permettent pas d'amortir une usine comme on peut l'amortir au Maroc ou en Espagne, eh bien, qui ont conscience qu'il y a un niveau d'aide nécessaire pour que cet outil voit le jour. Et ça, c'est aussi une évolution plutôt intéressante qui s'est passée en Corse et au niveau national. Hein. On commence à comprendre la fameuse réindustrialisation, hein, des mots qu'on a tous connus, y compris en matière médicale. Parce que là aussi, c'est pareil. Quand vous dites je suis agriculteur, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire l'autonomie alimentaire. Ah, ça, on vous en parle, l'autonomie alimentaire. Mais quand tu as déployé les moyens qui seront nécessaires à l'autonomie alimentaire, c'est une autre musique. Et ça en fait partie. Parce qu'encore une fois, quand vous produisez du jus, ce sont des fruits qui allaient être écartés pour partie, des fruits qui permettent aussi d'écrêter des moments où, par exemple, vous avez un mûrissement brutal, et bien vous allez écrêter pour que le marché ne reçoive que ce qu'il doit recevoir. Donc vous allez éviter le gaspillage alimentaire, vous allez amener une rémunération complémentaire aux producteurs, et vous allez aussi faire du social avec tout ça. Par exemple, l'idée qu'on a lancée, nous, sur le jus, c'est un élément qui est manquant en Corse. Alors je sais qu'il y a des initiatives, mais elles ne voient pas encore le jour. C'est non pas sur le recyclage du verre, mais sur le nettoyage et la réutilisation du verre.
On est l'un des seuls territoires de France aujourd'hui où on n'a pas d'usine ou d'entité qui nettoie les bouteilles. C'est quand même un comble. Vous avez pris une bouteille vide du continent, vous l'avez remplie de votre vin préféré, vous l'avez bu, et elle repart sur le continent, et peut-être qu'elle reviendra sous une autre forme. Alors que sur ces bouteilles-là, que ce soit pour l'eau, le vin, la bière, et les agrumes, on pouvait avoir des sites où ces bouteilles pouvaient être remises, la fameuse consigne en clair, que tout le monde a, enfin pas tout le monde, les jeunes non, mais les plus anciens ont connu dans leur jeunesse. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il est impensable qu'en Corse aujourd'hui, il n'y ait pas un outil de ce genre qui pourrait être porté d'ailleurs et par le privé et par le public, sans doute, si nécessaire. Et voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on a imaginé que les communes pourraient nous fournir gratuitement, parce que les agriculteurs sont pas là pour payer des bouteilles, une bouteille consignée, nous les remplirions gratuitement, et elles seraient mises à disposition gratuitement, par exemple pour les petits déjeuners des enfants le matin. Les mairies les récupéreraient, elles nous les renverraient. Vous voyez, donc il y a tout un tas de choses qui peuvent se développer au fur et à mesure. Et ça, c'est un peu, vous savez, ce que les anglo-saxons appellent le step by step, c'est-à-dire qu'au départ, on veut faire quelque chose et puis on n'ose pas trop, on ne sait pas trop, on hésite, ça coûte de l'argent. Et bien finalement, on s'aperçoit que chaque fois qu'on monte une petite marche, eh bien l'horizon s'ouvre et on a des possibilités de penser différemment. Et pour ce qui nous concerne, nous, on y croit beaucoup, toujours sur des produits hautement qualitatifs. Je vous donne un exemple. On va bien sûr, aujourd'hui, donc, on fabrique du jus, on récupère des huiles essentielles d'agrumes, et on les met dans des fûts de 200 litres que l'on congèle. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça évite le traitement thermique. Donc vous avez un fruit qui a toutes ses qualités organoleptiques, c'est-à-dire qu'il est quasiment aussi bon que quand vous l'avez pressé à la maison. Ce fût de 200 litres, vous pourrez le réutiliser plus tard, et notamment le mettre en bouteille. Alors là, il y a une autre phase dans la mise en bouteille où normalement, on a encore ce qu'on appelle la pasteurisation, c'est-à-dire que pour le rendre stockable, on va le réchauffer. Eh bien, il existe des méthodes qui sont très peu présentes en France, qui a été très frileuse à l'époque, notamment en matière de sécurité alimentaire. Ça s'appelle le HPP, donc c'est de la haute pression à froid. Grosso modo, on met des bouteilles dans une enclume à 6000 bars, elle y reste 2-3 minutes, et vous avez par ce phénomène de surpression l'équivalent de ce que peut faire un traitement thermique. Donc vous retrouvez qu'un produit haut de gamme, finalement, vous allez consommer un jus qui n'aura jamais été altéré. Et ça, c'est pareil, ça peut correspondre à un marché. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que tout va être remplacé par l'HPP. Mais vous voyez, chaque fois qu'on développe quelque chose, on essaie toujours de regarder le côté environnemental, le côté sociétal, le côté alimentaire. Et je pense que cette transformation, si elle se développe, et on a encore plein d'idées, si elle est portée dans d'autres domaines de l'agriculture, elle pourra pérenniser notre agriculture qui aujourd'hui demeure une agriculture compliquée. Ce mot petit food, même si c'est très bien et il faut que ça continue, la taille n'est pas forcément critique. Les coûts de transport, la saisonnalité, ça a été très bien vu par Madame Verdun quand elle a positionné ce sujet, bien évidemment. Vous avez le vin, regardez le vin. Le vin, l'été, les gens qui arrivent, ils achètent du vin corse. Comme nous, quand on va en Savoie ou quand on va dans le Bordelais, on ne va pas prendre un vin d'ailleurs. Et ça, on ne l'a pas, nous, au niveau des agrumes, on arrive dans une période plutôt faible. Mais tout ça rajouté, ça crée une possibilité de continuer à travailler. Vous avez aussi le phénomène, et je pense que celui-là est intéressant aussi, d'accéder à des produits hautement qualitatifs. C'est-à-dire que quand vous avez sur un même site, je prends l'exemple des territoires, vous allez avoir par exemple la plaine de Saint-Julien, vous allez avoir l'INRA, maintenant ça s'appelle comme ça. Donc ce sont des gens qui vont être plutôt sur de la recherche fondamentale, les fameux triploïdes dont vous avez peut-être entendu parler. Aujourd'hui, par des croisements naturels entre les différents agrumes, on peut arriver à avoir des produits qui seront peut-être plus tardifs ou plus précoces, mais qui sont naturels. C'est simplement du croisement naturel. Vous avez des organismes comme le Corsica Agropole ou autres qui, eux, vont proposer quelque chose de plus appliqué. Et vous avez sur le même site, donc dans la périphérie des 40 km, finalement, les testeurs gratuits que sont les agriculteurs. Donc là, vous êtes dans une situation parfaite pour réaliser le développement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Et bien sûr, j'ai débordé, je suppose, comme d'habitude. Non, c'est bon.